Bonjour à vous et bienvenue dans cette 8e partie du livre de Diana Wallstadt, Ecology of the Planted Aquarium, et nous allons parler des substrats. Quand je parle de substrats, je parle bien d'un terreau de jardinage, pas de substrats spéciaux que l'on achète en commerce aquariophile. Donc il s'agit bien d'un vrai substrat terrestre que l'on emploie à l'origine pour les plantes terrestres, et qui peut être adapté à l'usage aquariophile. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant, surtout qu'il y a eu des mauvaises expériences avec ce type de substrat. Certains aquariophiles répugnent à utiliser un substrat de ce type. Ils lui reprochent notamment, par exemple, de fermenter ou de relâcher trop de composés dans l'eau ou de provoquer de la turbidité. En fait, l'auteur pense que ces risques sont très exagérés et qu'en réalité, en prenant quelques précautions, en sachant les utiliser correctement, on peut tout à fait utiliser ce type de substrat dans un aquarium. Il a des avantages très nombreux par rapport aux deux autres solutions qu'on a tendance à employer, c'est-à-dire soit ne pas mettre de substrat du tout, donc simplement du sable, ou alors utiliser des substrats aquariophiles, donc soi-disant parfaitement adaptés à l'usage en aquarium, qui ne sont pas forcément si performants que ça, et souvent d'un prix exagéré par rapport aux bénéfices apportés. Alors que va-t-on trouver dans un substrat naturel? Eh bien pour commencer des minéraux, composés principalement d'oxygène, de silice, d'aluminium et de fer, et donc sous forme de sable, de limon ou d'argile. Donc ça c'est la base minérale de notre substrat. Nous allons aussi trouver des matières organiques, c'est-à-dire des restes d'êtres vivants. Donc on va trouver des restes d'algues, de bactéries, de plantes, d'animaux. Tout ça, ça va être décomposé par des bactéries encore vivantes, bien sûr, et qui va nous donner un ensemble de sédiments très riches en matière organique de base, qui vont être indispensables pour la nutrition des plantes. Notamment, on va trouver dans ces matières les fameuses substances humiques, qui vont avoir cette capacité particulière à, par exemple, chélater les métaux lourds, on en a déjà parlé. Nous allons aussi trouver des matières inorganiques précipitées, c'est-à-dire des matières d'origine organique mais inorganiques dans leur structure, comme des silicates de calcium qui sont en fait des squelettes de diatomées, ou des phosphates, des carbonates, etc., des déchets métaboliques. Et enfin, des micro-organismes, beaucoup de micro-organismes, c'est là que la très grande majorité des micro-organismes du bac vont se trouver concentrés. Nous allons y trouver bien sûr des bactéries, mais aussi des protozoaires, des mycéliums, c'est-à-dire des champignons, des algues, des levures, et tout ça donc par millions, par gramme de substrat. Donc le substrat est extrêmement riche en ces êtres vivants, et inutile de dire que ces êtres vivants sont absolument indispensables, bien sûr, au fonctionnement correct du substrat, et donc de votre bac. Alors, première caractéristique importante et intéressante de ces substrats, ça va être de fixer les nutriments dans leur masse. Importante parce que ça va mettre ces nutriments à disposition des racines des plantes, et intéressante parce qu'en nettoyant l'eau de ces nutriments, on va pouvoir limiter la prolifération des algues. Alors parmi les nutriments qui vont être captés, on va surtout avoir affaire à des cations dans un premier temps, c'est-à-dire des ions positifs qui vont être accrochés par des particules négatives. Je rappelle que l'argile, par exemple, ou les acides humiques, etc., sont chargés négativement. Donc on va accrocher tout ce qui est positif, comme par exemple le calcium, Ca2+, l'ammonium, NH4+, le magnésium, Mg2+, le potassium, K+, donc entre autres. À partir de ces cations, surtout à partir des cations plurivalents, c'est-à-dire le Ca2+, ou le Mg2+, alors plurivalent ça veut dire plusieurs fois positif ou négatif. Ici donc ce qui nous intéresse ce sont les 2+, ou éventuellement les 3+, s'il y en a. Les monovalents, ce sont les NH4+, ou K+, qui n'ont qu'une seule charge positive. Alors ce qui va se passer, c'est que quand on n'a qu'une seule charge positive, on va s'accrocher à la particule négative, et c'est tout. Alors que lorsque l'on a un plurivalent, comme le calcium, on va pouvoir s'accrocher grâce à une charge positive, donc à la particule négative, mais l'autre charge positive va permettre d'accrocher autre chose, négatif. Comme par exemple des phosphates. Les phosphates de formule HPO4 2- ou H2PO4-,
Donc ceux-là sont chargés négativement et ne peuvent pas s'accrocher directement aux particules négatives du sol, et donc ils vont profiter de la présence des cations pour s'accrocher à leur tour à l'intérieur du substrat. Autre caractéristique du substrat, le fait qu'il soit plus ou moins anaérobie. Alors, effectivement, il faut faire très attention, quand un sol est trop anaérobie, il peut fermenter, c'est le cas des sols par exemple qui sont trop épais ou qui ont une granulosité beaucoup trop fine, et l'oxygène ne circule plus du tout dedans, et on peut avoir des problèmes de fermentation sévères. Cependant, le fait qu'un substrat soit légèrement anaérobie est très bon. Pourquoi? Tout simplement parce que l'absence d'oxygène, ou disons la rareté, le fait d'avoir un peu moins d'oxygène, permet la réalisation d'autres opérations chimiques qui ne sont pas possibles lorsqu'il y a beaucoup d'oxygène. Par exemple, la dénitrification. La dénitrification est un phénomène anaérobie. Dans de l'eau, on n'a pas de phénomène de dénitrification possible parce que l'eau est relativement riche en oxygène, donc ces bactéries qui ne fonctionnent qu'en milieu anaérobie ne vont pas fonctionner dans l'eau. Donc il est intéressant pour elles d'avoir un substrat afin qu'elles puissent trouver des zones anaérobies dans lesquelles elles vont pouvoir opérer de la dénitrification, c'est-à-dire non pas respirer de l'oxygène, mais du nitrate. Alors, le fait qu'un sol soit plus ou moins anaérobie s'exprime aussi d'une autre façon. Alors, pour ceux qui connaissent, qui peuvent mesurer cette caractéristique, ça va être intéressant pour eux, il s'agit du potentiel redox. Le potentiel redox, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction, c'est une notion assez complexe, donc je ne vais pas pouvoir en parler ici, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet pour rentrer un peu plus dans le détail, mais en gros l'idée c'est que le potentiel redox reflète la quantité d'oxygène disponible et donc le type de réaction chimique que l'on va pouvoir réaliser dans tel ou tel milieu. Alors typiquement, dans un milieu idéal, donc nous avons ici de l'eau et un substrat, dans l'eau nous allons trouver un potentiel redox d'environ 800 mV. C'est une valeur moyenne bien sûr. Donc plus votre eau sera oxygénée, plus ce potentiel va avoir tendance à augmenter. Juste sous la surface du substrat, on va trouver un potentiel redox d'environ 200 mV. Et au fond du substrat, on va trouver un potentiel redox d'environ moins 200 mV. Il faut éviter autant que possible de descendre en dessous de ces chiffres. Effectivement, quand on va descendre en dessous de moins 200, eh bien, on a de gros risques de fermentation. Et pour cela, donc, il faut absolument limiter l'épaisseur du sol. Et enfin, dernière caractéristique importante des substrats, c'est leur stabilité. Alors, à condition, bien sûr, qu'ils soient maintenus correctement, dans des bonnes conditions, sans trop d'épaisseur, etc., et plantés. Car les plantes participent à la stabilité du substrat. Et quand ce substrat est bien planté, eh bien, il peut durer très longtemps, sans voir ses caractéristiques changer notablement. Donc, contrairement à ce qu'on peut vous raconter de temps en temps, un substrat, c'est pas un truc qu'on met dans l'aquarium et qui va durer 2-3 ans, une fois qu'il est épuisé, on le remplace, etc. Pas du tout. Un substrat, ça peut être gardé pendant 5 ans, 10 ans, voire plus, sans aucun problème, lorsqu'il est correctement établi, correctement planté. L'utilisation des substrats naturels présente quand même quelques inconvénients. Lorsque l'on a affaire par exemple à un vrai substrat, un vrai terreau de jardin par exemple, de bonne qualité, mais qui n'a jamais fait l'objet d'une utilisation en aquarium, va se retrouver totalement perturbé lorsque celui-ci va être plongé dans l'eau et brutalement privé d'oxygène. Alors là, tout va être perturbé, les bactéries vont être perturbées, certaines vont mourir, d'autres vont se multiplier, les métaux vont être relâchés, des substances toxiques vont être émises, etc. Enfin bref, c'est un gros chaos. Difficile de définir exactement lequel, parce que ça va dépendre fortement de la qualité du substrat que vous allez utiliser, de sa composition. Mais en tout cas, on peut compter environ 1 à 2 mois pendant lesquels le substrat ne va pas fonctionner correctement et va perturber donc la composition de l'eau et peut même rendre l'eau très toxique. On pourra constater aussi durant cette période une baisse de l'oxygénation de l'eau puisque le substrat, en fait, les bactéries vont consommer une grande partie de l'oxygène contenu dans l'eau. Il y a aussi des phénomènes d'oxydation qui vont consommer l'oxygène. Donc durant cette période, personnellement, je ne conseillerais pas de maintenir des poissons, c'est relativement dangereux pour eux, on peut avoir une mort brutale de tous les poissons lorsque ceux-ci sont exposés à un substrat naturel sans précaution particulière.
Cependant, l'auteur, Diana Wallstadt, qui n'est pas d'une nature très patiente à ce qu'elle m'a dit, n'a pas envie d'attendre que le substrat se stabilise et met ses poissons tout de suite, dès le premier jour, dans son aquarium. Et elle prend les précautions qui vont bien, c'est-à-dire oxygéner avec un bulleur, faire des changements d'eau, utiliser éventuellement un chélateur, pour neutraliser tous ces effets apportés par un nouveau substrat. C'est d'autant plus contrôlable quand on a de l'expérience. Elle a une longue expérience de ça, donc bon, je lui fais confiance sur sa maintenance, je pense qu'elle est largement capable de faire ce qu'il faut. Mais si on manque d'expérience avec l'utilisation des substrats naturels, je recommande clairement de ne pas mettre de poisson, au moins avant le premier, voire le second mois de mise en eau, de manière à attendre que le substrat se stabilise. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qui peut se présenter, c'est la toxicité des métaux qui peut être présentée par certains substrats trop pauvres en matière organique. Il faut faire très attention à bien respecter un bon équilibre entre les différents matériaux, on doit trouver de tout. C'est pour ça d'ailleurs que les sables, par exemple, ne sont pas de bons substrats, parce qu'il n'y a pas de matière organique à la base à l'intérieur. Et lorsqu'un substrat va manquer de matière organique, va manquer d'humus, eh bien, les métaux lourds vont avoir tendance à être relâchés trop facilement dans l'eau, et ça peut poser un problème de toxicité pour des plantes qui ne sont pas prêtes à supporter de fortes concentrations de métaux. Inversement, il faut veiller à ne pas avoir trop de déchets organiques dans le sol quand ceux-ci sont encore frais, car ils vont libérer tout un ensemble de composés chimiques plus ou moins acides et toxiques qui ne seront pas traités correctement par les bactéries car en trop grande quantité et peuvent induire donc une toxicité de l'eau. Donc tous les gros déchets que l'on peut trouver dans un substrat naturel doivent être de préférence éliminés, comme des branches par exemple qui ne sont pas décomposées correctement. C'est pour ça que certains parfois recommandent de tamiser un substrat pour en éliminer les gros déchets avant de l'utiliser, afin de limiter ce risque donc de toxicité à cause de matières organiques trop fraîches. Alors bien sûr, s'il est possible de se procurer un substrat naturel dans le commerce, il est aussi tout autant possible de le prélever dans la nature. Attention dans ce cas, si vous prélevez dans la nature, à éviter les sols côtiers. Alors effectivement, les sols côtiers présentent souvent une grande acidité et sont riches en sulfate de fer, c'est-à-dire de la pyrite, FeS2. Et cette acidité peut descendre jusqu'à un pH de 2 ou 3, ce qui est vraiment extrême, et beaucoup de plantes ne pourront pas supporter un tel pH. D'autre part, en présence d'oxygène, le sulfate de fer peut se transformer donc en acide sulfurique, H2SO4, qui est extrêmement acide. Acide sulfurique, c'est pas la peine de le présenter, il est connu, et là vous êtes absolument sûr de détruire vos plantes. Donc les sols côtiers sont à considérer avec circonspection. Se pose aussi l'éventuel problème de la turbidité de l'eau. En principe, un substrat naturel n'entraîne aucun problème à ce niveau-là. Une eau, même en présence d'un substrat naturel, reste tout à fait claire, tout à fait transparente. Mais il peut arriver, si le substrat n'est pas très bien composé, par exemple s'il y a un excès de particules négatives, pour qu'il y ait un peu de turbidité, comme par exemple des particules négatives donc qui vont avoir tendance à se repousser entre elles, et dès qu'elles vont en avoir l'occasion, donc se retrouver dans l'eau, et occasionner donc une eau légèrement trouble. Ce phénomène aussi peut être induit par un excès de sodium, car le sodium est monovalent, Na+, il n'y a qu'une seule charge positive. Donc le fait que cette charge positive se combine à une particule négative, et la bloque pour d'autres particules par la suite, on n'a pas le phénomène de chaînage de particules positives, négatives qui se fait successivement, eh bien, on a des particules finalement qui sont trop petites et qui peuvent se retrouver dans l'eau. Mais sinon, dans un état tout à fait normal, ça ne risque pas d'arriver car toutes ces particules vont se lier entre elles avec des cations et des anions, vont se chaîner et s'agglomérer pour donner des molécules très très grosses qui sont faites des sortes de macromolécules. Et ces composés ainsi formés sont lourds et restent bien dans le substrat et ne vont pas se balader dans l'eau. Une chose à connaître absolument quand on utilise un substrat naturel, c'est la relation qui existe entre le substrat et les plantes. En effet, un substrat seul ne peut pas durer très longtemps.
parce qu'il va devenir de plus en plus anaérobie, il va fermenter de plus en plus et devenir de plus en plus toxique. Et finalement, il sera totalement impropre à de la plantation, à l'utilisation en aquarium, bref. En fait, le substrat sera purement et simplement mort, puisque même sa flore bactérienne aura été modifiée par ces changements de conditions radicales. En revanche, quand un substrat est planté, les racines des plantes vont apporter de l'oxygène au substrat. Ça, c'est un mécanisme bien connu des plantes. Toutes les plantes apportent un peu d'oxygène, certaines sont plus efficaces que d'autres, on verra lesquelles et pourquoi. Mais toutes apportent un minimum d'oxygène et permettent de maintenir un milieu qui n'est jamais complètement anaérobie. Donc on a bien un sol qui demeure légèrement anaérobie, mais pas plus. Ainsi, nous avons un sol qui permet d'assurer tout un ensemble de réactions chimiques utiles pour les plantes, et les plantes maintiennent ce milieu comme il leur convient. Voici maintenant pour finir quelques conseils de Diana Wallstadt sur l'utilisation des substrats naturels en aquarium. Alors pour commencer, on se complique pas la vie, on reste dans le registre terreau, donc du simple terreau de jardinage ou de rempotage suffiront donc pour servir de substrat. Simplement, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas enrichi industriellement, notamment qu'il n'y ait pas d'ajout de nitrate ou de sulfate, car le nitrate peut se transformer en nitrite, le sulfate en sulfure, donc devenir plus ou moins toxique, à éviter absolument. On peut utiliser aussi de la véritable terre de bruyère, ça marche très bien, certains l'utilisent déjà. Sinon, de manière plus générale, on peut utiliser des terreaux dits biologiques, en principe ils ne sont pas traités industriellement, donc ils doivent donner de bons résultats. À éviter absolument par contre, si vous prélevez votre terreau vous-même dans la nature, alors déjà vérifiez que c'est autorisé, c'est pas forcément le cas. Évitez absolument les terreaux qui sentent le pin, le cèdre, donc les résineux, car ce sont des produits que les bactéries ne traitent pas forcément correctement, difficilement dans le temps, et peuvent être plus ou moins toxiques pour l'aquarium. Évitez donc les sols issus des milieux côtiers, puisque ce sont des sols extrêmement acides, qui mettent à mal les racines des plantes. Évitez aussi la terre tirée du sous-sol. Ce qui nous intéresse ici, c'est la couche superficielle de terreau, celle qui est riche en matière organique, entre autres, et la terre qui se trouve en fait sous cette partie d'humus, c'est de la terre plutôt minérale, qui risque d'être très riche en métaux lourds, par exemple, mais qui ne disposera pas de matière organique ou d'argile pour retenir ces métaux lourds. Et donc, c'est un sous-sol qui risque de devenir toxique dans votre aquarium. Donc attention à bien respecter une bonne quantité de matière organique. Dans le cas des aquariums d'eau très douce, on peut améliorer le substrat en y ajoutant du calcium et du magnésium. Alors un bon truc très simple, c'est la coquille d'huître pilée, qui contient tout ça et que vous pouvez ajouter dans le substrat. Alors je vous rassure tout de suite, ça ne va pas faire augmenter la dureté de votre eau, puisque c'est dans le substrat et ça restera dans le substrat. Si votre substrat est correctement composé, le calcium et le magnésium resteront captifs dans le substrat. Et ça permettra d'éviter à certaines plantes des carences en calcium et en magnésium, tant on sait que certaines plantes en dépendent fortement. Enfin, il ne faut pas stériliser le substrat. Alors attention, certains stérilisent tout, ils font tout bouillir, ils passent tout au micro-ondes, etc. Attention, c'est pas forcément toujours la bonne démarche. Dans le substrat, on a une flore bactérienne très importante, on a des mycéliums, on a toutes sortes d'êtres vivants, on a déjà vu tout à l'heure. Tous ces êtres vivants sont extrêmement importants pour le fonctionnement du substrat et donc, à terme, pour le fonctionnement de l'aquarium. Il ne faut surtout pas tuer tout ça. Si vous les tuez, votre substrat est virtuellement mort et il mettra énormément de temps à revenir à la normale s'il le peut, ce qui n'est pas évident. Donc surtout pas stériliser le substrat. Pour mettre ça en place donc dans l'aquarium, on va d'abord mettre environ 2-3 cm de substrat au fond, environ 1 cm de sable par-dessus, donc au total on doit obtenir une couche d'environ 4 à 5 cm, pas plus, pour éviter un substrat trop anaérobie. On va ensuite mettre un fond d'eau à l'intérieur, et on va planter donc nos végétaux.
Et une fois que ceci sera en place, l'eau sera forcément sale avec les manipulations, avec les particules les plus légères qui seront parties. Cette eau, il faudra la siphonner, de manière à retirer un maximum de déchets du substrat. Et ensuite seulement, vous remplissez à nouveau avec une eau vraiment claire. Alors c'est important d'avoir une eau claire au démarrage et éviter les dépôts de substrat un petit peu partout, car ces grains de substrat qui peuvent traîner par exemple sur les feuilles des plantes peuvent induire des départs d'algues. Forcément c'est nutritif, donc les algues risquent d'en profiter. Donc essayez de partir au plus propre, faire en sorte que le substrat, dès le départ de l'aquarium, se situe bien dans la couche de substrat et pas ailleurs. À partir de là, bien là, il y a deux politiques, je vous en ai déjà parlé, c'est soit on attend environ 1 mois, voire 2, que le substrat se stabilise, on vérifie que la qualité d'eau est correcte et que les plantes se mettent bien en place, ou alors vous avez plus d'expérience, vous êtes un peu plus sûr de vous, vous êtes près de votre aquarium, vous pouvez vous en occuper sans problème, vous n'avez pas de contraintes par rapport, je sais pas, au travail ou des vacances ou des choses comme ça, et vous pouvez donc réagir dès que possible. À ce moment-là, il est tout à fait possible de mettre en place les poissons immédiatement et parer à d'éventuels problèmes de qualité d'eau induits par le substrat qui commence à fonctionner. Normalement, si votre substrat est correctement mis en place avec suffisamment de plantes, avec une diversité d'espèces, etc., enfin bref, toutes les précautions dont nous avons déjà parlé dans les parties précédentes à propos des plantes pour le traitement de l'eau, il ne doit pas y avoir de pic de nitrite. D'accord? Donc effectivement, il peut y avoir quelques problèmes de qualité d'eau, quelques problèmes de manque d'oxygène, mais normalement, il n'y a pas de pic de nitrite. Ceci dit, si vous êtes débutant, si vous ne savez pas trop ce que vous faites, je vous conseille clairement pas d'introduire vos poissons dès le premier jour, car le manque d'expérience pourrait vous jouer de sales tours. On ne fertilise pas, surtout pas, les fertilisants, faut faire très attention, une fois dans le substrat, peuvent devenir toxiques. À moins de disposer d'une injection de CO2 qui induit une très forte demande en nutriments de la part des plantes, il n'y a pas d'utilité à fertiliser. Jamais. Donc c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Enfin, que donne le substrat dans le temps? Alors comme je l'ai dit plus tôt, le substrat est en fait étonnamment stable quand il est correctement combiné avec des plantes. Les plantes le font vivre et le maintiennent en bon état. Donc un substrat tient longtemps, sans aucun problème particulier, et mieux encore, dans l'expérience de l'auteur, elle a souvent vu des substrats qui ne partaient pas forcément très bien, qui n'étaient pas forcément très nutritifs, n'induisaient pas une très bonne qualité d'eau, etc., et qui pourtant, dans le temps, tendaient plutôt à se stabiliser et à devenir de bons substrats. Et là encore, c'est l'action des plantes qui fait que le substrat se maintient dans un état bien particulier, quoi. Cette 8e partie sur les substrats est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez liker si vous avez aimé ou partager la vidéo pour la soutenir, je vous en remercie d'avance. Nous nous retrouverons bientôt pour la 9e partie sur l'avantage aérien, c'est-à-dire les plantes qui ont accès à l'atmosphère, et on va voir en quoi c'est un avantage. D'ici là, entretenez bien vos poissons, vos plantes, vos substrats, et à la prochaine.